Sport, c'est un plaisir pour moi de se retrouver dans cette émission avec vous, bien sûr, 20 mars 2026. On se retrouve encore pour un nouveau numéro de ce grand magazine sportif. Et comme vous le savez, on avait en tout cas promis que le vendredi ici, on aura des analystes sur ce plateau pour décrypter l'actualité sportive, mais également les différentes thématiques bruyantes de l'actualité sportive de la République démocratique du Congo. Et au menu, comme on l'avait promis, barrages intercontinentaux. La délégation de la RDC avait déjà quitté Kinshasa pour le Kenya. D'ailleurs, elle est déjà sur place. Et puis, la deuxième thématique de l'émission, d'ailleurs la dernière, concerne justement cette problématique au sein de cette équipe de Renaissance du Congo, l'Olympique Club Renaissance, avec une frange de supporters qui revendiquent les clubs et veulent absolument que Kindembe puisse quitter ce club qui nous... voilà les deux grandes thématiques de cette émission. Bien sûr, on ira aussi faire un tour au niveau de la CAF avec cette situation qui se passe entre le Sénégal et le Maroc. On aura bien sûr les réponses sur ce plateau avec les analystes. Là, je commence avec Papi Katassi, comme toujours. Merci et bienvenue. Merci beaucoup, estimé confrère Roby Bengo. Plaisir de retrouver du sport. Voilà, donc c'est notre messe avant le week-end. Voilà, donc beaucoup de responsabilités. Un réel plaisir de retrouver tous les téléspectateurs qui aiment cette télévision. Et surtout, comme vous l'avez dit, le sujet reste dominé par le déplacement, bien sûr, de cette délégation de la RDC. Voilà, donc, grâce au chef de l'État, matérialisé, bien sûr, par Excellence Didier Boudimbou. Les supporters seront bel et bien du côté de Guadalajara, à Accra, bien sûr, pour soutenir l'équipe nationale de la RDC. Et merci, Papi Katassi. Emeraude Kamba signe son retour. Merci et bienvenue. Merci beaucoup à vous aussi et merci à toutes les personnes qui suivent en ce moment. Très heureux de revenir dans le sport pour parler sport et voilà, avec plusieurs thématiques que vous avez évoquées. On pense qu'on sera à la hauteur pour éclaircir l'opinion, surtout avec ces sujets qui concernent aussi Renaissance du Congo. Cédric Mpataï. Salut Roby et Bengo, salut à Emeraude Kamba ainsi qu'à Papi Katassi. J'ai arboré mon maillot de la sélection nationale de la RDC, déjà avec dans la ferveur. Exactement. 2 étoiles qui datent des années. C'est ça le problème. Au moins la RDC, 74, ouais, ça date. Ouais. Pas le Sénégal. Et même jusqu'à preuve du contraire, nous ne connaissons même pas où se retrouvent ces deux trophées. Malheureusement pour notre jeune génération, c'est ça la politique sportive de la République démocratique du Congo. Je suis très heureux d'être là. J'espère que nous allons être à la hauteur des différentes thématiques abordées. La première thématique, on commence avec Papi Katassi. C'est vrai, la CAF a tranché sur ce dossier, d'ailleurs, qui fait jaser au niveau national, international. Le Sénégal doit remettre les trophées aux Marocains. Une première situation depuis notre naissance. On vient de vivre un truc pareil. C'est vrai, le règlement apparemment dit que le Maroc a raison, mais en voyant les films de ce match-là, nous avons comme l'impression que la CAF est allée un peu plus loin. Bon, je crois que dans cette affaire, c'est un feuilleton qui a connu beaucoup d'épisodes. Rappelez-vous, après cette finale qui a connu beaucoup de rebondissements, avec l'acte, bien sûr, des Paptio qui avait demandé à ce que les Sénégalais puissent quitter le stade de Rabat. Voilà, donc juste après, c'est le Maroc qui est allé du côté, bien sûr, porter plainte du côté de la commission juridique de la CAF, et celle-ci s'est réunie. Donc, il y a une décision qui a été prise sans pour autant tenir compte des articles 81 et 82 tels qu'évoqués par le jury d'appel. Voilà, donc la commission juridique avait tranché. On a eu ce qu'on a eu comme sanction. Il y a eu des amendes, notamment les coachs Paptio et puis les Sénégalais, les Marocains ont été sanctionnés après. Les Marocains n'étaient pas contents de cette décision de la commission juridique qui sont allés en appel avec le jury d'appel. On rappelle, le jury d'appel, là, bien que ce sont des personnalités politiques, des personnalités juridiques qui sont nommées par la commission, les comités exécutifs de la CAF, mais c'est une commission, c'est un jury qui est pratiquement indépendant donc de la Confédération africaine de football, et ils agissent que sur base des dispositions réglementaires de la Confédération africaine de football, ce qui a été fait. Voilà, donc les Sénégal, sur base des articles 81 et 82, bien sûr, de la compétition
dès la CAN. Le Sénégal a été déclaré forfait sur les tapis. Je crois que ce qui reste maintenant aux Sénégalais, c'est d'aller du côté des tasses. Ce qu'ils ont déjà fait via le président Abdoulaye Fall, qui est le président de la Fédération sénégalaise de football. Voilà, les Sénégalais sont allés là-bas. Mais bon, ce que nous pouvons tirer comme leçon et que bon, jusque-là, on est en train de sentir qu'il n'y a pas assez de crédibilité au niveau de la gestion Motsepe à la tête de la fédération des football, à la tête de la Confédération africaine de football. Ça dégage un peu de l'impréparation, de l'improvisation. Voilà, donc dites-vous bien, 2 mois après, on déclare que le Sénégal n'a pas gagné la Coupe d'Afrique des Nations. On est dans un trou pratiquement administratif, hein, parce que bon, là, on ne sait pas qui va remettre, quand est-ce que le Sénégal va remettre la coupe, hein, et on ne sait pas maintenant, le Sénégal va aller au niveau de la Coupe du Monde en étant que vice-champion ou champion d'Afrique. Voilà, c'est un flou vraiment qui est en train d'animer la gestion des footballs. Moi, je crois que ça porte vraiment un discrédit au niveau de notre football. Maintenant, on attend du côté des tasses. Bon, si le tribunal arbitraire des sports du côté de Lausanne en Suisse va pencher là-dessus, mais bon, ça va laisser quand même une tache noire, hein, dans l'histoire de notre footballeur. Hein. On crée beaucoup de discussions, surtout sur le plan juridique. Tantôt on dit l'arbitre avait sifflé la fin du match. Tantôt on dit que les Sénégalais ont quitté. Bien sûr qu'ils ont quitté, mais ils sont rentrés et puis le match a pris fin officiellement. Donc on est sur une bataille juridique. On ne sait pas là où ça va nous amener. On attend les décisions du TAS, parce que là, ça sera maintenant le Sénégal contre la Confédération africaine de football du côté de Lausanne. Voilà, là, est-ce que ça ne sent pas de la complaisance? Parce qu'on regarde la situation, vous, en tant qu'analyste et journaliste sportif, l'arbitre avait en tout cas continué le match et puis sifflé la fin du match. Les médailles ont été remises aux joueurs, les trophées ont été attribués bien sûr au Sénégal, mais après 2 mois, il y a eu cette décision. Déjà, souvenez-vous, la CAF passe par des moments un peu compliqués avec des différentes décisions. On vient d'échanger encore la compétition de la Coupe d'Afrique, qui était de 2 ans après 4 ans. Donc des décisions qui vont peut-être à l'encontre du football africain. Est-ce que la CAF aujourd'hui, elle est un peu sereine comme toujours, ou bien il y a un tout petit peu de la complaisance? Alors, je veux revenir d'abord sur les décisions. Ce qui est sûr, moi, sur les différentes décisions qui ont tombé récemment, ce qui m'a fait mal, c'est la décision d'enlever d'abord les CHAN. Parce que là, déjà, on est parti par un moment de complications très dures, de ne pas peut-être voir les joueurs locaux évoluer sur l'échiquier continental. C'est une parenthèse. Après, si on parle complaisance, on doit voir d'abord les contextes du match, parce que là, c'est très logique. Cette suspension vient pour ne pas attribuer, bien sûr, la Coupe au Sénégal. Moi, je ne suis pas contre. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on regarde les contextes, les manœuvres qui ont été faites pour nous donner cette décision, c'est peut-être là où on a peut-être des choses à dire. Au-delà du fait qu'il y a 2 mois d'écart pour trancher, bien sûr, et retirer les trophées au Sénégal, il y a d'abord la décision. Après, bien sûr, la finale. C'est-à-dire, Pape Thiaw et le joueur ont été sanctionnés, bien sûr. Mais après, on rajoute encore une autre sanction. Moi, maintenant, la question que je me pose pour amener l'équitabilité de ces décisions, que j'ai dit encore une fois qu'il n'y a pas d'équilibre, où est parti l'arbitre du match? L'arbitre du match, bon, bien sûr, c'est un compatriote congolais, Jean-Jacques Ndala. Je ne vais pas m'en passer de dire sanctionner les 2 formations sans pour autant sanctionner l'arbitre, parce que lui, il est bien sûr à la manœuvre de cette décision également, du contexte bien sûr du match. C'est lui le maître du terrain, c'est lui qui voit les Sénégalais sortir, c'est lui qui a peut-être 5 ou 10 minutes pour faire son constat, comme dit les règlements. Peut-être si on dit 10 minutes, l'équipe qui est sortie est déclarée forfait. Dans ces matchs, clairement, qu'on voit les Sénégal a fait plus de 5 minutes dehors. Donc moi, je pense que l'arbitre d'abord devait être interpellé, être écouté, et je crois que la CAF l'avait fait, mais ils ont jugé bon de blanchir Jean-Jacques Ndala. On est parti sur une décision qui va controverser bien sûr le mouvement de ce qu'on a vu sur cette finale-là. Là d'abord, il y a cette décision qui va arriver pour sanctionner, et il y a l'appel des Marocains qui va peut-être faire mal. Donc je pense qu'on est un peu divisé sur comment on est arrivé à trancher pour retirer les trophées au Sénégal, et revenir sur comment on est arrivé à terminer cette finale.
Parce que moi, encore une fois, je veux revenir toujours sur la décision arbitrale. Comment on arrive, bien sûr, à terminer cette finale jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet final. Parce que là, on va dire que c'est une fin normale. Cédric Pataille, même en off, l'a dit. Et lorsqu'il dit fin normale, peut-être, voilà, on peut introduire de recours, on peut partir, voilà, comme vous l'avez dit, en appel. Mais lorsqu'on a une fin normale, voilà, on a une finale qui se termine, clairement on a un champion, clairement on a un vainqueur. Et si on regarde dans le contexte et que le Sénégal était déclaré champion, qui est sur le terrain, en dehors du terrain, voilà, il faut avoir une manière de pouvoir trancher. Là, ça met un peu du temps, c'est-à-dire 2 mois, c'est un peu beaucoup. Je pense que la CAF, qui avait d'abord introduit, qui avait sorti cette première décision, avait beaucoup mieux à faire, même dans la manière de trancher, dans le caractère, bien sûr, des décisions, même, bien sûr, dans son règlement, parce que la CAF, elle-même, elle a violé ses propres règlements en tranchant, bien sûr, sur la première décision, et la deuxième décision vient encore une fois faire, c'est ce qu'on peut dire, aggraver la situation. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne s'aimait pas, bien sûr, on n'arrive pas à se situer, que pour le Sénégal qui a raison, que pour les Marocains qui ont raison, qui ont fait un appel. Moi, je suis très d'accord sur le fait que les Sénégalais perdent ces matchs par forfait, mais revenir d'abord sur le contexte du match, écouter l'arbitre, et peut-être, pourquoi pas, ne pas finir cette finale. Il y a eu des décisions même. On était avec Papi Katassi à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a beaucoup de contestations, surtout sur le plan arbitral. Les équipes qui ont joué contre le Maroc ont vécu, en tout cas, ce qu'on a vu l'enfer. Jouer face au Maroc, au niveau du Maroc, lors de cette compétition, c'était pas du tout facile. Les décisions arbitrales, c'était déjà très contesté par les différentes sélections. Mais aujourd'hui, on va encore enfoncer le clou avec ces décisions de la CAF. Est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la fédération marocaine est un tout petit peu au-dessus de la CAF, au regard des moyens mis en œuvre par cette fédération? Ça fait beaucoup de temps que Fawzi Lakdja est président de cette fédération. Je n'irai pas emprunter vos mots, dire que cette fédération est en train de dicter la loi au niveau du football, parce que si tel était le cas, les Marocains allaient avoir beaucoup de trophées en leur faveur. Mais ici, au-delà de la décision, je ne voudrais pas dire que cette équipe marocaine a été, n'a pas bien joué durant la CAN, puisqu'elle a fait ce qu'elle a fait et elle a obtenu un résultat. Mais après, aujourd'hui, l'équité doit être établie, la vérité doit être établie, quels que soient les temps. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, s'il faut établir entre le Sénégal et le Marocain, sur le match, après les 90 minutes, les Sénégalais ont été forts. Mais après le match, il y a eu une continuité. C'est vrai, celui qui se sent lésé est appelé à aller dans des instances qu'il faut pour essayer d'établir la vérité. Mais après, quand est-ce que le règlement est appliqué dans une rencontre? Le règlement n'est appliqué qu'après avoir déposé une réserve, ou le règlement peut être appliqué pendant la compétition. Puisque dans cet article 82, il est clairement dit que si une équipe se retire du match avant sa fin, l'équipe doit être sanctionnée. Je me pose la question, le 4e arbitre, le commissaire au match, l'arbitre de la rencontre, quand une grande partie de la sélection sénégalaise quitte le terrain et que le commissaire au match, le 4e arbitre, tous ces corps arbitrages sont là, je me pose la question, ne connaissait-il pas le règlement qui disait qu'une équipe qui quitte le match doit être sanctionnée? C'est là trop fort même. Est-ce qu'on parle de toute l'équipe ou d'une partie de l'équipe? Non. Est-ce que les Sénégal... Excusez-moi. L'équipe peut jouer s'il y a 7 joueurs sur le terrain. Ah oui. Mais là, ils étaient moins. Ils étaient moins de 7 joueurs. joueurs. Mais s'ils étaient moins de 7 joueurs, donc automatiquement, cette équipe doit perdre. Mais il y a aussi une autre chose. Les Marocains sont tellement malins. Ils connaissent le règlement. Ils connaissent les règles. Ils savent très clairement que les Sénégalais ont enfreint à la règle et ils ont introduit la réserve au bon moment, dans les bons tempos. C'est ça maintenant le problème. Quand on introduit une réserve et qu'on se sent lésé, on ne va pas interdire aux Marocains de recourir aux instances qu'il faut pour obtenir l'équité, quel que soit les temps que la décision peut prendre. Mais seulement, il y a le timing qui est très, très, très mal choisi. C'est ça le problème.
quelle est la crédibilité qu'on donne à la Confédération africaine aujourd'hui par rapport à tout ce que les autres disent de la Confédération africaine. Il y a Jimmy Carragher, l'ancien joueur de Liverpool, qui avait craché sur la Coupe d'Afrique des Nations. Et il est encore revenu par rapport à la crédibilité de cette CAN en disant qu'il répète encore ces mots. Il était à couteau tiré avec plusieurs Africains, dont nous autres. Mais après, on donne raison à nos adversaires, dire que cette confédération, depuis la venue des Motsepe, ça parle pas football, ça parle pas règlement, ça parle affaires, ça parle chiffres. C'est vrai, aujourd'hui, on peut clairement se dire que la CAF des Motsepe, c'est une CAF très instable au niveau de l'organisation des compétitions. Ça s'éprouve. Où on a des compétitions irrégulières, où on a des nations qui ne peuvent pas obtenir des compétitions, où on sait qu'après 4 ans, on aura une CAN, mais cette CAN de 2028, où est-ce qu'elle va se dérouler? On ne sait pas. Il s'est prouvé que le Maroc voudrait organiser si et seulement si elle était championne d'Afrique. Et si aujourd'hui c'était le cas, quelque part, ça ne donne pas une bonne image à l'Afrique. C'est l'Afrique qui n'a pas une bonne image. Et je dirais emprunter les mots de Omari, qui est la CAF et les bénis oui de la FIFA, puisque tout ce qui se passe, on s'est dit c'est pour que l'Afrique ne puisse pas avoir une bonne image au niveau des différentes autres confédérations. Ça fait très mal. Mais voilà, si pour établir l'équité, la raison elle est là. Mais après, quand est-ce qu'il faut l'établir? Exact. Merci. Non, mais moi je crois qu'il faut aussi. Moi je crois que je dois compléter mon estimé confrère, c'est dit que. Par rapport à ce qu'il a dit, hein, parce que bon, la finale s'est déroulée dans un contexte un peu très difficile. C'est ce qui s'est passé avec les supporters sénégalais. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours incarcérés au niveau dans les prisons du côté du Maroc. Oui. Voilà, et aussi l'action de notre compatriote Jean-Jacques Ndala, il a été pratiquement abandonné pendant que les Sénégalais étaient dans les vestiaires. On n'a pas vu ni le commissaire au match, donc pratiquement il était seul. Voilà, il a attendu. Bon, normalement, sur le plan réglementaire, c'est 15 minutes. Je crois que les Sénégalais ont repris la pelouse 15 minutes, avant même 15 minutes. Avant 15 voilà, minutes, voilà, justement, on a continué à jouer. Je crois que, mais au-delà, il faudra insister que nous sommes dans une bataille juridique, hein, estimé confrère Robert Bengo. Cette fois-ci, ce sont les arguments. Au niveau de la commission juridique, on a décidé de donner les amendes, mais au niveau du jury d'appel, on a décidé de faire appliquer les règlements de cette compétition, les appliquer 81-82. Voilà, je crois qu'au Sénégalais, maintenant, c'est d'aller au niveau du TAS, le tribunal militaire des sports. Là, ils vont attendre, bien sûr, la conviction du juge, parce que là-bas, bon, ça ne badine pas aussi. Donc, on espère, mais il faudra attendre, parce que bon, on parle de 6 mois, 7 mois avant que l'État puisse donner sa décision. Et là, on est vraiment dans un flou administratif au niveau d'Afrique. On ne sait pas qui détient pour l'instant les trophées, même si les trophées physiques se trouvent du côté, bien sûr, du président Diomaye Faye au Sénégal. Mais sur le plan administratif, la CAF a dit que c'est le Maroc qui est champion. Donc, c'est dans cette confusion-là, il faudra en tout cas à la longue être un peu plus perspicace du côté de la Confédération africaine de football. Un terrible flou qui règne au niveau de la CAF et ça met tout le monde mal à l'aise et on aimerait voir le vrai champion sur les terrains et non sur le tapis vert. Parce que là, ça complique un peu les choses. Et là, selon certaines personnes déjà qui disent le Nigeria aussi pourra aller en appel et chercher aussi la victoire contre ça ouvre maintenant les anciens dossiers parce que tout à l'heure, on a même annoncé le dossier de 76 entre le Maroc et la Guinée. Je crois, voilà, beaucoup de dossiers comme ça qui sont restés pendants. Je crois que cette polémique a fait raviver en tout cas les anciens dossiers noirs de la Confédération africaine de football. On a rappelé même que le Sénégal est passé aussi par ce contexte vers l'année passée où... Voilà, un des Sénégalais était membre de la CAF, donc voilà, Augustin Senghor. Donc ça tombe toujours peut-être au mauvais moment pour rappeler peut-être les mauvais passés, ce qui ne va pas être bien sûr la bonne manière de réclamer. Et on a toujours été contre de la manière dont le TP Mazembe peut-être réclame s'il ne gagne pas sur le terrain, contre peut-être d'autres clubs ici en République démocratique du Congo. La menace étend bien sûr l'Afrique et voilà, peut-être ça pourra être continuel, pas de bonne manière, et cette compétition pourra perdre sa crédibilité, qu'est-ce sur le terrain ou en dehors, parce que là déjà, on parle d'une affaire qui va, encore une fois, rester dans les mémoires de tous les sportifs du pays et d'ailleurs.
Exact. Merci beaucoup, cher analyste sur ce plateau. Merci pour votre expertise et surtout cet éclairage dans ce dossier entre le Maroc et le Sénégal, parce que jusque-là, on n'a pas encore une décision très finale, parce que certainement la fédération sénégalaise ira au niveau du TAS. C'est déjà fait. C'est déjà fait d'ailleurs pour obtenir gain de cause. Et donc, ça reste encore dans le frigo, dans le congélateur. On attend la décision donc finale. On va faire un petit tour au niveau des barrages intercontinentaux. Là, on ne sera pas à traîner pendant très longtemps parce qu'on sait déjà que la délégation congolaise se trouve au niveau du Kenya pour obtenir les visas afin de rallier le Mexique. Ouais. Et ben, c'est quand même décevant pour certaines personnes parce que la délégation qui était prévue pour 600 personnes, aujourd'hui, elle a été réduite à 170 personnes. Et donc, c'est quand même une petite déception pour certains animateurs de la RDC. Bon, je crois que c'est une contraction, c'est une déception pour la RDC qui tient 52 ans après retrouver les banquets mondiaux de football. Bon, on voulait amener l'ambiance qu'il y a eu du côté des Rabat, du côté des Tanger et du côté, bien sûr, des Casa, avec beaucoup de monde que le gouvernement avait décidé d'amener. Mais cette fois-ci, je crois qu'il y a eu des contraintes sur les plans organisationnels, des contraintes sur les plans consulaires et des contraintes sur les plans diplomatiques. Voilà, donc le Mexique, c'est à des milliers de kilomètres de la République du Congo. Le Mexique, c'est un pays frontalier avec les États-Unis. Les États-Unis qui subissent aujourd'hui la politique migratoire des Trump, donc tout est vraiment fermé. Voilà, le gouvernement n'avait pas le choix. Donc il fallait négocier sur les plans consulaires et diplomatiques avec l'État mexicain. Donc il fallait déplacer les mondes du côté du Mexique, plutôt du côté de Kenya pour prendre les visas. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'interventions, que ce soit les ministres Boudimbo, que ce soit sa collègue ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaikwamba. Finalement, on a obtenu cette petite route pour permettre à ceux qui est quand même des Congolais du côté des Mexique. Moi, je crois que bon, les chiffres, même si c'est décevant, mais il est important quand même et que les supporters soient dans les travées de Akron Stadium de Guadalajara, parce que bon, les Jamaïcains seront nombreux, c'est pas loin, hein, Jamaïque. Voilà, donc moi je crois que c'est ce qui est important, c'est soutenir les lopas de la RDC, et soutenir le chef de l'État et le ministre des Sports, Diebo Dimbu, qui est en train de matérialiser la vision du chef de l'État en ces termes-là. Bon, bien sûr, c'est un dossier humain. Il y a toujours des côtés négatifs. Moi, je crois qu'on ne doit pas vraiment tenir compte de ça. Mais ce qui est important est qu'on est fixé qu'il y aura des 3-4 Congolais, que ce soit des supporters, que ce soit des journalistes de ces côtés-là, et on va vivre nous de loin cette compétition qui va nous permettre en tout cas de revoir la coupe du monde. Mais le fait qu'il y ait ces déplacements du côté de Kenya, je crois que c'est une mention spéciale au gouvernement, au ministre des Sports Didier Boudimbo, et je crois que le gouvernement ira encore loin pour faire plus pour notre football. Ce qui est aussi important à retenir, c'est que les gros colosses, les gros, je dirais, les patrons de chaque groupe d'animation sont déjà sur place. Ouais. C'est très significatif. Et Voloko, Malula et les autres, Lumumba aussi a effectué ces déplacements-là. C'est déjà un bon signe. En tout cas, c'est un bon signe, une bonne nouvelle aussi. Cette fois-ci, peut-être, on va encore une fois, pour les animateurs, c'est dire là, on comprend la situation, clairement, parce qu'il était expliqué. C'est peut-être aussi ce qui manquait au cabinet de Boudimbu, c'est-à-dire approcher ceux qui vont bénéficier, bien sûr, de cet accompagnement pour aller expliquer comment se passe la situation. C'est ce qu'on a vu avec la Coupe d'Afrique des Nations. Ça a été très compliqué. On sait qu'on a eu des animateurs voyager sans ordre de mission, des personnes rejoindre le Maroc sans pour autant connaître les Russie. Et ça a été comme ça, et élaboré peut-être de manière pas très professionnelle. Il fallait au moins pour cette fois-ci s'anticiper, et c'est ce qui a fait bien sûr le cabinet. Je pense que c'est depuis le mois de janvier qu'ils ont commencé bien sûr les démarches, la contrainte bien sûr par les démarches administratives aussi qui peuvent bouleverser la situation. Donc, contraint de 650, ou même 605 à 150 supporters, ça c'est 157. Ce qui est sûr, ça reste bien sûr cet élément significatif pour aller représenter bien sûr la République démocratique du Congo. Mais on tombe encore une fois sur, c'est ce qu'on a vu depuis le début du pouvoir de Boudimbu à la tête des sports. À chaque fois, si on anticipe mal. Si on veut faire les choses, on le fait en retard. Donc, c'est compliqué de soumettre à certaines exigences. Même lui, il savait comment obtenir un visa ici en République démocratique du Congo pour obtenir un visa au Mexique.
Je pense aussi, on a voulu un tout petit peu s'efforcer les choses en voulant bien sûr amener 605 personnes, ce qui savait que ça allait être très compliqué et très dur par moments, par des contextes qu'on traverse, que traverse bien sûr le monde. Et là, encore une fois, ça reste une tâche peut-être à arranger pour la Coupe du Monde. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Mais ce qui est sûr, on va toutefois rappeler tout ce qui s'est passé avec le supporter en Côte d'Ivoire lors du déplacement pour jouer la Guinée. Et on va rappeler toujours le déplacement en Mauritanie. Les supporters n'étaient pas sortis de l'aéroport. Donc, ce sont des choses comme ça à améliorer, à anticiper et pour pouvoir trouver une solution pour la Coupe du Monde 2026. Sandrine Pataille. Vous savez, quand on gère un secteur, on doit prendre des précautions idoines. Ça, c'est un. Deuxièmement, on doit respecter les gens qui sont appelés à être vos partenaires. Vous savez, qu'on se dise des choses, ce qui est vrai, et que quand on a des partenaires et qu'on veut travailler en collaboration avec ces partenaires, ce qui doit régner, c'est le respect, c'est cet échange de services. On travaille pour les bénéfices de la nation. Chaque partie doit être située sur l'évolution du dossier. On ne peut pas se réveiller un matin comme ça et que tu étais appelé à amorcer une certaine démarche. Après, il patatraque, tu ne sais plus te situer par rapport à la démarche. Ça, c'est un manque de respect pour les gens qui sont vos partenaires. Et durant la mandature ou durant les temps où c'est lui qui gère les sports et à la tête de ces sports, il y a eu ces manquements de respect à tout moment. Moi, je suis désolé que de monsieur journaliste que nous sommes et qu'on manque de respect à ceux qui sont... Je ne parle pas seulement de... pas que de journalistes, mais toutes ces personnes qui sont des partenaires de l'État congolais, puisque quand on veut t'associer à un programme du gouvernement, automatiquement, vous êtes partenaire. Il y a un échange des services. Mais quand on vous manque de respect une fois, deux fois, trois fois, ça devient récurrent. Ceux qui bénéficient de ce respect, c'est disent que le secteur, il est poli. Et par la suite, ceux qui ne sont pas respectés craignent parce qu'ils se disent, on me mettra des côtés. Mais selon certaines informations, ce problème des déplacements des visas ne vient pas du ministère de la RDC, mais plutôt, ce sont des exigences... Excusez-moi, monsieur, je vous laisse continuer. C'est plutôt les exigences du consulat mexicain qui a un tout petit peu... D'ailleurs, en principe, selon les dernières informations, cette délégation devait en principe avoir que des gens qui ont des passeports des services. Excusez-moi, monsieur. Et aussi que 100 personnes max. Monsieur Roby et Bengo. Allez-y. Je ne pense pas être contredit si ici sur ces plateaux, si un de partenaires qui devrait rallier Mexique était informé sur le processus. Qui? Aucune personne. Personne. Voilà pourquoi je parle du respect. Si on vous a contacté pour le début d'un processus, l'évolution du processus, vous êtes appelé à être informé de comment est-ce que le processus est en train d'évoluer. Mais quand Roby et Bengo doivent se réveiller un matin et qu'il est surpris qu'il y a des formulaires à remplir et tu n'as pas d'information sur la personne propice qui t'a contacté pour que tu puisses participer à ces processus. Tu te réveilles un matin, tu dois préparer ton journal et puis on te dit il doit y avoir des photos qui doivent être capturées. Et tu n'as pas informé. C'est là où je parle du respect du processus, le respect de ces partenariats entre les deux parties. Il n'y en a pas eu tout au long de ces mandats. Et puis, parlons même de ces listes qui sont hypothéquées à tout moment. On ne sait pas, il y a une incertitude, c'est devenu un luxe. C'est normal de voyager, mais ça ne doit pas être un luxe pour de monsieur que nous sommes. Et quand on n'a pas ce respect-là, et des gens qui sont en train de manipuler les autres, on va toujours continuer à être des personnes nulles, en fait. Ils diront rien, on va le manipuler, monsieur. Parlons de cette organisation. Il y a une très mauvaise organisation autour de cette rencontre. C'est vrai, le ministre est d'abord politique, mais quand il doit s'épavaner pour faire de campagne, entre guillemets, pour des changements. C'est vrai, toutes ces campagnes qui ont été amorcées. Mais qu'en est-il du vrai problème de l'organisation de cette équipe nationale qui doit affronter un match très important? Qu'en est-il de cette rencontre de la nuit des pionniers? Une rencontre que moi, perso, j'ai juste inutile parce qu'il y a un rassemblement des gens qui n'ont pas réussi. Vous voulez associer des gens qui n'ont pas réussi pour les amener dans un processus où les leopards de la RDC ont besoin d'une qualification.
Bref, aujourd'hui, tout a été mal fait. Après 2 mois d'organisation, vous nous dites aujourd'hui qu'il devait y avoir ça, il devait y avoir ça. C'est que dans tous ces cabinets, il y a des personnes qui ne connaissent pas comment est-ce que ça se gère, une mission. Mais faites quitter tous ces mondes-là, parce qu'ils ne maîtrisent pas le truc. Et aussi, quand vous avez quelqu'un qui aujourd'hui, qui nous manque du respect, et puis lui, dans son cabinet, on ne respecte pas ce qu'il lui met comme règle. En tout cas, on s'est dit pourquoi on est ministre. Quelqu'un qui donne un ordre, peut-être, par exemple, dans une fédération de sursoir le processus électoral, et qui est élection, par 2 fois, au comité olympique et au niveau de la boxe. Mais dites-nous un peu comment on pourra respecter une telle personne. On veut bien que les Léopards aillent. Nous, on n'a rien à voir avec ce que sont partis. Mais c'est dans le respect du processus. On doit respecter les gens, ils sont humains. On ne vit pas que de ça. Et ces respects-là, quand on ne l'a pas, on fait des courbettes. Alors, monsieur, dites-nous un peu, on quitte d'être humain, on devient des chiens de garde. Merci beaucoup. Je m'ai un peu rencontré mon estime. En une minute, s'il vous plaît. En une minute. Je crois que quelques éléments. Je suis OK, d'accord avec ce qu'a dit Moutapaï, mais bon, dans certains éléments, en tout cas, j'ai botte en touche. Apparemment, c'est comme s'il est en train de peindre l'action de Didier Boudimbo à la tête du ministère des Sports comme dans les approximatifs, dans les improvisations. Je ne pense vraiment pas. Je l'ai toujours dit, la gestion, elle est humaine. Ça ne manque pas de failles. Moi, je crois que tout au long de ce qu'a fait Didier Boudimbo à la tête du ministère des Sports, surtout en termes de voyage, moi, je crois que j'étais avec la délégation qui est allée du côté de Djouba. La délégation était impeccable. Tout le monde s'y est reconnu. Donc, tout s'est bien passé. Récemment, nous étions avec vous, estimé confrère Robier Bengo, du côté des Casa, Tanger et Rabat. Bon, même si au départ, ici, il y avait des petits couacs en termes de gestion de voyage. Mais sur place, il y avait une très bonne organisation. C'est à chaque fois ça que c'est à chaque départ. C'est à chaque départ qu'il y a des ordres dans... Bon, on n'oublie pas la situation en Mauritanie. Non, mais... Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Papi Katassi... Non, mais c'est donc, laissez Papi terminer. Voilà, donc, pour demander à Moutapaï de ne pas peindre seulement en sombre la gestion, donc, de Boudi Moumania à la tête du ministère des Sports. Moi, je crois qu'il y a eu des côtés positifs. Un des côtés positifs, c'est ce qu'on est à 90 minutes, donc, de cette Coupe du Monde. Et qu'il y a une délégation qui a effectué une délégation qui a fait les déplacements, même si Moutapaï a voulu un peu, il a voulu parler de l'équipe nationale des Léopards, mais il faut préciser que sous l'air, non, il faut quand même préciser, sous l'ère de Didier Boudimbo, il y a ce qu'on appelle le partage des pouvoirs. Moutapaï a voulu un peu parler de ce qui en est maintenant de l'équipe nationale de Léopards. Moi, je crois que l'équipe est arrivée, une partie du staff est arrivé déjà du côté de Mexico qui va rejoindre d'ici la Guadalajara. Donc, du côté de Boudimbo, on fait un distinguo. La gestion technique, c'est la Fédération congolaise des football associations. La gestion politique, c'est les ministères. Voilà, donc, c'est pas la Fédération de donner les bases de départ. Non, il a donné les moyens. L'État a mis les moyens à la disposition de Sébastien Desabre. Je crois qu'il va utiliser ces moyens pour nous donner la qualification. Donc, je crois qu'il n'y a pas seulement à peindre en sombre la gestion des Boudi. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a marqué son histoire à la tête du ministère des Sports. Merci. Cédric, vous aurez que 30 secondes. 30 secondes. Merci. Vous savez aujourd'hui, s'il y a de l'improvisation, s'il y a une instabilité dans la gestion de beaucoup d'affaires, ça fait partie de ces ministères, en fait. Il y a eu beaucoup de choses inachevées mises en place par ces cabinets-là. Et moi, je pense que c'est un manque de respect. J'insiste sur le manque de respect. Si vous êtes ministre, vous ordonnez un processus à mettre en place et que ce processus n'est pas respecté et que dans ces cabinets, il y a des gens où on ne sait pas les pouvoirs de qui fait quoi, qui doit faire quoi, ils se marchent sur les pieds. Alors dites-nous comment ça vous fait insulter, ça jette un discrédit sur votre pouvoir. Voilà pourquoi je parle de ces manques de respect. Depuis un temps, il y a eu cette instabilité et c'est connu de tous. Ce que Papi Katassi est en train de dire, c'est la bouche qui est en train de dire, il souffre dans son cœur, dans beaucoup de choses. Non, et il les reconnaît. Il les reconnaît. Il les reconnaît. Cher ami, est-ce à ce stade, on peut vraiment parler des imperfections? Est-ce qu'on peut parler de Nous tous, on attend les 90 minutes. Moi, je crois qu'on doit s'y mettre. Même sans supporters, il y aura 90 minutes. Ce qui est important, c'est que les supporters sont là, les journalistes sont là, grâce au chef de l'État. Même sans supporters, l'équipe nationale va jouer. Merci beaucoup, Papi Katassi. L'essentiel, c'est d'aller jouer à la Nouvelle-Calédonie. Même avec la mauvaise organisation. La délégation va signer son retour dans quelques jours ici pour, je ne sais pas, peut-être rallier directement le Mexique à partir du Kenya.
mais certainement, elle va revenir et puis repartir pour le Mexique. Le match est prévu le 31 mars prochain. On va terminer cette émission avec mais je pense que Déoma Toumona, s'il était ici, il allait plus, beaucoup nous en dire sur la situation. Mais lui, il doit être normalement à Nairobi. Hein. Non, il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa. Mais demandez-le pourquoi il n'est pas à Nairobi. C'est ce désordre perpétré au sein de ces cabinets. On va terminer cette émission finalement avec ces dossiers de l'OC Renaissance du Congo. Eh ben, oui, Willy Kindembe qui s'est dit président définitif, apparemment fondateur de l'OC Renaissance du Congo, et de l'autre côté, les supporters veulent que ce dernier puisse quitter le navire, et parce que ça ne marche pas. Ça fait 3 ans qu'il est là en tête de cette équipe, et quelques mois après avoir pris officiellement le pouvoir en tant que président élu, mais rien ne marche pour ce club, et les supporters disent miette et il doit démissionner. Mais là, on a constaté qu'il y a une méthode mise en place par ce comité, on dit incarcérer les gens, enlever les supporters. Et d'ailleurs, on parle d'ailleurs d'autres supporters qui sont présentement enlevés. On ne sait pas s'ils se retrouvent exactement où. Alors, c'est une sorte de revendication, parce que au sein de l'OC Renaissance, les problèmes n'en manquent pas. Même avant Kindembe, il y en a eu des problèmes. Ils ont frôlé la relégation en Ligue nationale de football à chaque fois, si ce n'est qu'il y ait de textes fabriqués ou colorés pour à chaque fois faire revenir d'autres équipes, encore une fois en Ligue 1. Donc cette équipe aujourd'hui s'est retrouvée déjà en Ligue 2. Et là, on parle d'une situation un peu très complexe qui va fragiliser en tout cas les résultats même du club sur le terrain. Je l'ai toujours dit, si un club est mal barré administrativement, ou encore en dehors du terrain, il y a des problèmes, mais qui arrivent de gauche à droite, sur le terrain, ça ne peut pas carburer. On a un entraîneur qui va subir bien sûr la masse de ces problèmes-là, avec bien sûr son comité, et il va transmettre au staff qui travaille avec lui, et le staff va transmettre clairement joueurs dans cette formation. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais joueurs. On peut dire que c'est un effectif moyen, battu sur un tournoi, si c'est Renaissance Bomoko, on ne sait pas. Mais on a clairement des joueurs qui savent, bien sûr, manier le football. Ce qui est sûr, moi, j'ai regardé pas mal de matchs de cette formation. Sembali, avec son groupe, tout ça là, il y a de l'expérience, il y a cette capacité bien sûr d'agir, de réagir. On sait qu'ils ont eu la possibilité de mener aussi à plusieurs reprises et s'imposer face à FC, leur rival. Donc je pense même qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui a été déjà par le passé mal préparée, bien sûr, l'ici, bien sûr, de cette situation, pour qu'on arrive là. Donc là, les supporters réclament le départ de Kindembe, pas de bonne manière, parce que là aussi, ils doivent être entendus sur une assemblée pour, encore une fois, les faire sortir. Ça ne doit pas, bien sûr, être une revendication pour empêcher les résultats, parce qu'il est sûr, lorsqu'on empêche les résultats, on évite, bien sûr, l'évolution, et qu'on veut le départ de Kindembe, qui peut-être après son départ, il n'y aura pas bien sûr le résultat. Aujourd'hui, peut-être on va réclamer le départ de Kindembe, mais après son départ, est-ce que cette formation de Renaissance, qui est proche de la zone de relégation, va encore une fois se maintenir? Si peut-être la FECOFA va nous sortir un règlement pour nous dire, il y aura les équipes de Ligue 2 qui vont monter, mais celles de Ligue 1 ne vont pas descendre. Mais je pense même que cette formation subit de temps en temps, bien sûr, ces problèmes, et que ça devait être, bien sûr, un problème déjà résolu avec l'unification. C'est que commencent d'ailleurs certains administrateurs de cette formation, notamment Max Mayaka, qui, à mon interview, clairement, il a dit qu'il a entamé le processus de réunification. Est-ce qu'il faut les faire seul? C'est peut-être la vraie question que je me pose. Lorsqu'on parle de réunification, il faut réunir tous les membres, pas pour un intérêt personnel, mais pour un intérêt collectif. Bon, moi, je crois que j'aurais voulu voir le président Willy Kindembe ici, discuter avec nous, donner sa version des faits, et aussi l'autre partie, parce que bon, on assiste à une crise de leadership au niveau de cette équipe. Il y a une turbulence administrative au sein des OC Renaissance du Congo, qui est un patrimoine pour la République de nature du Congo. Moi, je crois qu'en date du 5 janvier 2026, il y a une assemblée générale qui a mis en place un comité dirigé par M. Kindembe. Je crois que si aujourd'hui il y a une frange des supporters qui ne sont pas d'accord avec la gestion Kindembe, je crois qu'il y a des voies légales. Il y a des canaux officiels qu'il faut aller, il y a des démarches officielles qu'il faut entamer pour ne pas en tout cas entamer donc la marche officielle de cette formation au niveau de la Ligue nationale de football. Je crois que vivement souhaité et que tout le monde puisse avoir un même langage autour de cette équipe, parce que bon, là c'est vraiment une crise de leadership où vous avez on est dans ce système où moi je t'aime non plus. Donc je crois qu'il est important aussi
que si tout le monde aime cette équipe, c'est d'être autour d'une même table, discuter pour permettre à ce que cette équipe puisse quitter la zone de turbulence. Mais comment? Je crois qu'il y a des démarches. Il y a un statut qui est là au niveau de cette équipe. Il y a une assemblée générale qui a été tenue. Il y a un comité qui existe. Voilà. Quitte à voir aussi, c'est là qui contestent Willy Kindembi. S'ils ont officiellement un mandat, s'ils contribuent, s'ils sont vraiment avec cette équipe, s'ils participent aux activités, ou ce sont des personnes qui sont des personnes qui sont peut-être instrumentalisées. Mais bon, le bonheur voudra que tout le monde soit sur une même table pour permettre à cette équipe de pouvoir aller de l'avant. Cédric Moubataï, on va terminer ce dossier, mais également cette émission avec vous dans ce dossier de Renaissance du Congo. Les supporters disent miette, Kindembe doit absolument quitter ce club faute de mauvais résultats et surtout d'une mauvaise gestion de ce club. Vous savez, Kindembe avait un combat. Son combat était d'avoir une équipe qui lui va diriger, une équipe qui lui sera propriétaire. Et je pense qu'il a réussi son combat, c'est d'avoir une équipe qui s'appelle OC Renaissance. Vous savez, aujourd'hui, on doit comprendre, les supporters, les semblants des supporters doivent aussi comprendre que déjà gérer une équipe, ce n'est pas facile, et que ceux qui ont donné des armes à Kindembi afin d'avoir une équipe doivent se repentir. Parce qu'ils ont amené un combat ensemble. Il y a plusieurs personnes qui étaient autour de Kindembi comme un fin félin, et qui savait ce qu'il voulait. Il a obtenu ce qu'il voulait, et puis c'est tout. Donc selon vous, l'OC Renaissance du Congo appartient à Willy Kindembe? Après mes recherches, je pense que mes investigations, cette équipe appartient à Kindembi, puisque les mêmes combats menés par Kindembi... Comment ça appartient à Kindembi? Parce que le numéro matricule utilisé par l'OC Renaissance, c'est le même numéro matricule depuis 2014 qu'utilise OC Renaissance. Comment est-ce que OC Renaissance sera à Kindembi? Essayez de voir que cette équipe est née en 2024. Essayez de voir que cette équipe... Les supporters doivent se réveiller. Ils doivent comprendre. Je suis en train de vous dire que cette équipe est née en 2024. Et cette équipe appartient... Vous savez pourquoi Kindembi n'a pas gagné l'évêque Pascal Moukouna? Parce que l'équipe appartenait à l'évêque Pascal Moukouna. Ils sont partis en justice et Moukouna a gagné son procès. Si Moukouna avait gagné Kindembi... On fait un débat avec vous. Vous me relancez par des questions, en fait. Je vous pose des questions. Okay. Si Moukouna avait gagné Kindembi, mais pourquoi est-ce que FC Renaissance n'a pas le numéro matricule de 2014? J'avance encore. Vous savez aujourd'hui, je répète encore que ce qui a concurré à ce que nous puissions avoir OC Renaissance aujourd'hui, c'était pour clarifier la situation. Et pourquoi on a OC Renaissance? Parce que Kindembi n'est pas bête. Il sait que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Alors, prudent qu'il est, il a essayé de tout faire pour s'approprier cette équipe. Ça, c'est une certitude. Allez vérifier. Et deuxièmement, vous savez, quand on est propriétaire du club, les supporters peuvent dire tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne pourront pas évincer Kindembi. On va assister à une troisième scission, retenez ça. On va assister à une troisième scission, puisque Kindembi ne va pas quitter cette formation. Vous pouvez tout faire, mais cette équipe, parce qu'elle est l'équipe de Kindembi, et Kindembi va continuer avec son club, et peut-être Bruno, je ne sais qui, c'est lui qui va continuer à être lésé, va faire son équipe. C'est très simple. Pourquoi? Parce que vous savez aujourd'hui, les gens doivent comprendre qu'à un moment, si vous voulez que l'équipe soit l'équipe des supporters, allez voir dans ses statuts, faites en sorte que l'équipe soit portée. Aujourd'hui, si l'OC Renaissance veut être engagé en justice, qui va aller engager l'équipe? Ce sont les supporters, personne. C'est M. Kindembi qui va aller engager cette équipe en justice. C'est ça le problème aujourd'hui. Et Roby et Bengo, je choquerai plusieurs Rennais pour leur dire qu'ils sont en train de mener un combat. C'est bien, je soutiens, mais ces combats pourraient finir de la même manière que Kindembi a mené son combat contre l'évêque Pascal Moukouna pour avoir une autre équipe. Et ceux qui sont prêts à avoir une autre équipe, tant mieux. Et ceux qui peuvent être colonisés par Kindembi, alors ils peuvent boycotter les stades. Kindembi restera au sein de cette équipe, même si je ne loue pas la manière de faire. Là où je reviens sur la viabilité des équipes. On ne peut pas évoluer en Ligue 1
et être incapable de payer un joueur, ça c'est une insulte contre le championnat. Et c'est ce qui sera le travail de ceux qui viendront gérer l'administration de la Fédération congolaise. Et c'est là où je soutiens la candidature d'un certain Véron Mosengo, qui aujourd'hui est un candidat idéal parce que l'administration du football congolais a besoin d'un toilettage. On ne peut pas aujourd'hui avoir de clubs non viables, de clubs incapables d'avoir un siège, de clubs incapables de donner une prime à un joueur, et ces clubs jouent la Ligue 1. Mais comment voulez-vous qu'une équipe instable comme le Renaissance, qui ne se déplace pas pour jouer des matchs à l'extérieur, et puis ils perdent par forfait, ils sont très à l'aise, et puis dans la fédération, on sait compter qu'on a une équipe comme le Renaissance? Non, excusez-nous un peu. Aujourd'hui, on doit donner des présidents sérieux de clubs, et surtout, monsieur, on ne peut pas jouer la Ligue 1 sans avoir un budget consistant. Si on n'a pas des sièges, si on n'a pas des équipes juniors, tous ces critères doivent être pris en compte. Merci, et c'est ça le combat de celui qui viendra. Je pense qu'avec l'administration d'un certain Véron, ça peut aller. Moi, je crois qu'en complément à ce qu'a dit d'après moi, je crois que même s'il a fait, on nous a même coupé, même s'il a fait un accordement frauduleux parce qu'il a parlé de la campagne électorale, formellement, Véron Mosengo n'est pas encore candidat, voilà. Mais moi, j'insiste sur le contenu de nos clubs. Je crois qu'on voudrait voir des clubs viables et fiables. Donc, tout passe par des textes. Je crois qu'il faut faire un toilettage au niveau de cette équipe. Si aujourd'hui on parle que l'équipe appartient à Kindémbe, je crois qu'ici il y a des textes. Je ne sais pas si au niveau de l'Assemblée des 5 janvier 2026, c'était l'acte fondateur de l'équipe propre à Kindémbe. Voilà, donc je crois que c'est vraiment un débat qui est lancé. Mais ce qui est important, c'est plus les contenus, donner plus de la plus-value à nos clubs au lieu d'aller dans des querelles intestines et des polémiques. Renaissance appartient à Kindémbe, FC appartient à Mukuna. Alors, vous passez Renaissance qui a joué les interclubs de la CAF. Alors que le numéro matricule, je rappelle, peu importe ce que Cédric ou Papi Katassi et Emeraude peuvent dire sur le plateau, mais je rappelle que l'OC Renaissance du Congo, qui joue actuellement la Ligue nationale de football, utilise les numéros matricules de la création de 2014. Là, je rappelle. Le club affilié à la fédération. Le club affilié à la fédération depuis 2014, juillet 2014. Donc, c'est ce numéro matricule-là qu'utilise l'OC Renaissance. Je ne sais pas par quelle manière Kindémbe va encore dire que l'OC Renaissance lui appartient. Il a enregistré l'équipe au niveau du ministère de l'Industrie. Il a protégé les logos et consorts. L'équipe appartient, c'est seul lui qui va... Non, mais reste à savoir. Ici, ça reste à savoir, parce que les numéros matricules avec un club affilié à la fédération, voire même à la CAF, c'est reconnu en 2014 que l'OC Renaissance est créé en 2014. On a juste changé des préfixes selon les règlements et la fédération. Surtout que c'est l'ASBEL. Surtout que c'est l'ASBEL. Merci à vous, messieurs. Papi Katassi, Cédric Mupataï, Amirod. La messe est dite. La messe est dite. Donc, nous dédions spécialement cette émission de ce jour par un anniversaire très spécial de messieurs Eric Nse Kamputu, le père d'une multitude. Il est né d'ailleurs avec beaucoup d'aisance. Merci au papa de Chilon, Marlène, Ennis, Preston, Tegra, Iran, Elior, Ilouen. Ils sont tellement nombreux. On ne saura pas citer tout le monde sur ce plateau. Nous lui souhaitons des très, très, très bonnes choses et surtout pour l'avenir, que Dieu lui garde encore et lui donne plus d'années. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis ce jour. Nous avons eu le réel plaisir de parler de la Ligue nationale de football, notamment avec ces dossiers de l'OC Renaissance du Congo que nous allons revenir le vendredi prochain. Et puis, nous en avons eu également le plaisir de parler des intercontinentaux, le barrage avec les Léopards de la RDC et cette délégation qui a quitté Kinshasa pour le Kenya. Et en fin de compte, nous avons quand même frôlé ce dossier entre le Maroc et le Sénégal. C'est un plaisir pour moi d'être là devant vous et surtout de vous présenter cette émission. On va se retrouver le vendredi prochain. Et merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés. Au revoir.